Bienvenue sur Fashion Green Podcast, le podcast des entreprises engagées pour une filière mode, textile, sport et luxe plus durable. Pendant 2 jours, à Lyon, les Fashion Tech Days ont rassemblé des experts, marques, institutions et startups autour de la thématique « Performance durable, comment allier performance et baisse d'impact ». Un événement conçu pour découvrir et comprendre comment l'utilisation des technologies peut renforcer les pratiques éthiques et durables de la filière textile afin d'offrir des perspectives nouvelles et innovantes pour l'avenir de la filière. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, donc Robin Salle, consultant ACV et éco-conception et associé dans la société coopérative EVA. Je suis aux côtés de Yves Gérand et Sven Poster qui est en régie, qui pourront également répondre à vos questions à l'issue de la présentation. Donc EVA, c'est un cabinet de conseil spécialisé dans le diagnostic environnemental et social des produits et des services. Notamment dans le secteur du textile et de la mode, avec une équipe dédiée dont Solène fait partie, mais également dans le secteur de la chimie, dont Yves est le responsable d'activité, dans le secteur des matériaux et de l'emballage, dont je fais partie, mais aussi de l'amont agricole, de l'alimentaire, mais du bâtiment aussi. Les activités d'EVA, elles se concentrent sur les activités que vous voyez à l'écran. Donc, tout d'abord, des diagnostics environnementaux via de l'analyse de cycle de vie, environnementale ou sociale, qui est notre cœur d'activité, mais également des approches plus organisationnelles via l'empreinte carbone, l'empreinte climat. Nous réalisons également un accompagnement vers la valorisation de la démarche environnementale via la communication, mais aussi de l'édition de logiciels avec le logiciel Ascore, qui est un logiciel d'ACV simplifié, dont vous pourrez retrouver une démonstration sur notre stand EVA, donc n'hésitez pas à passer nous voir. Nous avons également des actions de recherche et développement qui nous permettent de développer des prestations, notamment une prestation sur la pollution plastique, qui est donc notre sujet du jour. Cette prestation-là, elle s'articule en 2 parties. Premièrement, un atelier d'intelligence collective qui va vous permettre de prendre en main l'enjeu, d'être sensibilisé à l'enjeu de la pollution plastique et de trouver collectivement des solutions face à cette problématique. Et une deuxième partie sur la mesure de l'impact, où on va mesurer vos largages de microplastiques, de microfibres, et mesurer l'impact que ça va avoir sur l'environnement, sur les dommages sur la qualité des écosystèmes, et donc trouver des mesures adaptées pour le réduire au maximum. Donc je fais partie de ce pôle R&D je fais partie de ce pôle R&D et donc je traite la problématique de la pollution plastique, et donc c'est ce qui justifie ma présence aujourd'hui. Et je vais commencer par quelques définitions. Donc aujourd'hui on va parler de microplastique, mais vu qu'on est dans un secteur plutôt textile, on va parler aussi de microfibres. Donc je vais commencer avec quelques petites définitions. Les microplastiques, tout d'abord, ce sont des petites particules d'une taille inférieure à 5 mm de matière plastique qui sont dispersées dans l'environnement. Et par extension, les microfibres, donc, ce sont des matériaux solides, polymères, fibreux, dont au moins 2 dimensions sont inférieures ou égales à 5 mm. Et que ce soit pour les microfibres ou pour les microplastiques, tous deux peuvent contenir tout un tas d'additifs chimiques qui, on le verra par la suite, vont causer tout un tas de problèmes sur l'environnement. Alors il y a beaucoup d'études qui ont étudié justement les microplastiques, c'est-à-dire que dans les publications scientifiques, on expose souvent des formats de type sphère, fragments, pastilles aux écosystèmes ou aux espèces testées, mais on les expose peu finalement aux fibres, au format fibre. Et lorsque on les expose, on se rend compte que finalement la dangerosité des fibres est supérieure au format microsphère, aux micro-pastilles. Donc une première conclusion que l'on peut identifier ici, c'est que le format même de fibre constitue un danger en soi. Et puisqu'on parle de danger, les microfibres, elles vont avoir différents impacts. Tout d'abord sur les humains, ensuite sur les écosystèmes et également des effets indirects. Alors pour ce qui est des humains, on ne peut pas réaliser des tests sur les humains, mais en revanche, on remarque que lorsque des humains sont fortement exposés à des microfibres, donc par exemple dans des fabriques ou dans des usines textiles, on a remarqué
un taux de maladie ou d'inflammation pulmonaire supérieur à la moyenne et également une diminution de la réponse immunitaire. Donc ça va causer un certain nombre de dangers sur la toxicité humaine, la santé humaine. Mais aujourd'hui, on a encore peu de recul sur ça. Et en revanche, sur les écosystèmes, là, on peut réaliser des tests et on a plus de recul sur ça. Donc ces tests-là, en laboratoire, ils ont permis de montrer que finalement, les fibres avaient une certaine écotoxicité qui engendrait des problématiques sur la modification de l'ADN, également une modification de l'activité enzymatique. Donc une écotoxicité non négligeable, mais également des effets physiques, c'est-à-dire que les espèces, à force d'ingérer des microfibres, elles vont finalement s'alimenter différemment, puisqu'elles pensent s'être alimentées en ayant mangé ces microfibres-là, mais ces microfibres-là ne leur apportent pas d'énergie, donc ça va leur provoquer tout un tas de soucis de troubles alimentaires et de croissance également. Et finalement, on a aussi... Oui, pardon. Que ce soit pour les humains, pour les écosystèmes, on a constaté également une migration de ces microfibres au travers de l'organisme, donc à travers les tissus, à travers les organes, ce qui va provoquer tout un tas de soucis à différents niveaux. Enfin, on a les effets indirects. Donc là, c'est une fois que nos fibres vont se retrouver dans l'environnement, elles vont se retrouver en présence d'autres polluants. Et finalement, ces fibres-là, elles ont une capacité... les microfibres ont une capacité d'absorption, donc elles vont absorber les polluants, et donc ça va augmenter finalement la toxicité des fibres en elles-mêmes. Donc les fibres, une fois dans l'environnement, ont une chance il y a donc une chance qu'elles soient plus toxiques. Pour ce qui est des sources, il y a différentes sources de relargage de microfibres dans l'environnement. Une des sources principales, c'est l'industrie textile et l'entretien des textiles via le lavage. Mais on a également d'autres sources, comme des engins de pêche abandonnés, des filets par exemple, des pneumatiques, des structures de pneumatiques, des géotextiles, des filtres de cigarettes. Voilà, donc maintenant je vous ai bien dressé le tableau sur les microfibres, et je vous propose que l'on étudie par étape du cycle de vie quels sont les relargages finalement de microfibres et quelles sont les solutions pour limiter ce relargage. Donc on va traverser donc les matières premières, la mise en œuvre des fibres et la production textile, la distribution, l'usage et la fin de vie. Tout d'abord, commençons sur les matières premières. Il y a différents types de matières premières qui peuvent être utilisées dans le monde textile. Tout d'abord, les fibres synthétiques, qui sont donc issues de matières synthétiques, souvent de pétrole. Les plus connues, donc le polyester par exemple. Les matières naturelles, les fibres naturelles, donc issues de matières naturelles, lin, coton, laine, mais elles peuvent tout de même contenir tout un tas d'additifs chimiques, il ne faut pas l'oublier. Et enfin, les fibres semi-synthétiques ou fibres artificielles qui sont issues de matières naturelles, mais qui sont transformées chimiquement. Donc le cas le plus connu, c'est la viscose. Pour ce qui est de la toxicité de ces fibres-là, alors, comme je l'ai dit, un des premiers éléments, c'est la forme. La forme en elle-même constitue une dangerosité. Donc, si on fait abstraction du matériau, la forme en elle-même constitue une dangerosité pour les fibres. Deuxièmement, les additifs. Donc, pour les fibres synthétiques, ça peut être des monomères, des catalyseurs n'ayant pas réagi lors de la réaction, ou alors même des additifs ajoutés intentionnellement, comme des retardateurs de flamme, par exemple. Pour les fibres naturelles, donc, ça peut être des traitements chimiques qui permettent d'anoblir les fibres naturelles et finalement elles ne sont plus autant naturelles que ça. Et enfin, que ce soit pour les fibres naturelles ou synthétiques, il peut y avoir tout un tas de colorants et de teintures qui sont utilisés. Et ces colorants et teintures-là sont souvent des produits chimiques qui peuvent provoquer des réactions d'allergie ou, dans les cas les plus graves, même de cancérigènes. Il y a également les matériaux, donc il va avoir une influence sur la toxicité des fibres. Et sur ce point-là, il n'y a pas vraiment de consensus à l'heure actuelle sur les matériaux qui seraient moins nocifs finalement sous format de fibres. Il y a certaines études qui montrent que ce sont des matériaux synthétiques qui sont plus toxiques, et d'autres études, par exemple sur les huîtres, qui ont montré que finalement les matériaux naturels, les fibres naturelles, auraient une plus grande toxicité à cause de leur rugosité.
Et enfin, un dernier élément qui joue sur la toxicité des fibres, c'est l'absorption, donc ça on en a parlé. Et pour le coup, les fibres naturelles ont une capacité d'absorption supérieure aux fibres synthétiques. Et dans ce sens-là, une fois qu'elles se retrouvent dans l'environnement, elles pourraient avoir une toxicité accrue. Je vous propose qu'on fasse une petite aparté sur les textiles, puisqu'on peut réaliser tout un tas de traitements également sur les textiles, donc pas uniquement sur les fibres, sur les textiles. Ces traitements-là peuvent être donc des pigments, des agents anti-froissage, des agents antimicrobiens, des produits hydrophobes. Et tous ces produits chimiques, finalement, peuvent être considérés comme des PBT, donc des produits persistants, bioaccumulables et toxiques. Et le cas d'école, c'est un peu les PFAS, donc les polyalkylofluorés et perfluorés, polyfluorés, qui sont utilisés dans le monde du textile beaucoup pour leurs propriétés imperméabilisantes. Et ces substances-là, elles sont préoccupantes puisqu'elles se dégradent très peu dans l'environnement. On parle de polluants éternels. Elles se dégradent très peu ou très lentement dans l'environnement. Et finalement, on a un cas ici, proche de Lyon, où des usines ont pendant des années produit des PFAS, relargué une partie dans l'eau et dans les terres proches de leurs usines. Et aujourd'hui, on constate un taux de maladie supérieur à la moyenne dans les habitants proches de ces usines-là, et également des produits tels que les légumes ou les œufs qui sont produits proches des usines, qui sont impropres à la consommation. Donc c'est quand même un problème d'envergure. Il y a un élément dont je n'ai pas encore parlé, c'est la biodégradation, la dégradation de ces fibres-là une fois dans l'environnement. Et pour le coup, les fibres naturelles, elles se dégradent plus rapidement dans l'environnement, puisqu'elles peuvent être dégradées par des microbes ou des organismes qui peuvent dégrader par exemple la cellulose. Donc ça, c'est valable à condition que ces fibres-là n'aient pas été trop traitées chimiquement, auquel cas elles pourraient finalement encore plus persister dans l'environnement et finalement tout autant que les fibres synthétiques. Donc si je résume sur cette étape de matière première, finalement, la solution, ce serait d'utiliser des matières avec le moins de traitement chimique possible. C'est ce qu'il faut retenir. Deuxièmement, je vais parler de la mise en œuvre des fibres et de la production textile. Alors, il faut retenir qu'il y a des structures de tissu qui relarguent moins de microfibres que d'autres. Et là, ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont les tissages serrés à haute densité qui relarguent le moins. Et les structures de type tricot, on a remarqué qu'elles émettaient un peu plus de microfibres, et le pire étant les structures de type polaire qui relarguent énormément de microfibres. Alors cette étape de production, elle a beaucoup moins été étudiée que la phase d'usage. Néanmoins, il y a quelques projets qui récemment ont étudié cette étape de production, notamment un projet qui s'appelle Tackling Microfibers at Source, qui est porté par Forum for the Future et qui a analysé les différentes étapes de production des textiles, donc tricotage, décreusage, teinture, rinçage, thermofixage, brossage. Et sur ces étapes-là, ils ont identifié les étapes de teinture et de thermofixage comme étant les plus émettrices finalement de microfibres. Donc ce serait sur ces étapes-là qu'il faudrait en priorité mener des actions correctives pour filtrer ces microfibres-là et éviter qu'elles soient relarguées dans l'environnement. Alors on en est au début de ce genre d'études, mais on peut estimer entre 100 à 4000 mg de microfibres relarguées par kilogramme de textile produit. Ce qui est donc non négligeable. Et il y a un autre élément sur lequel j'aimerais m'attarder aussi, c'est le fait qu'une fois vendus, les textiles, ils peuvent comporter des fibres qui sont non solidaires justement de la structure. Et finalement, il faut éviter au maximum ces fibres non solidaires puisqu'elles vont se relarguer lors des premiers lavages ou lors des premiers ports des vêtements. Et donc ça, c'est dû à finalement un manque de précaution de la part des industriels qui ont produit soit des fibres trop courtes et qui sont finalement non solidaires, ou alors qui n'ont pas réalisé les bons traitements de lavage au bon moment pour limiter ces relargages-là ensuite. Donc ce qu'il faut retenir sur l'étape de production, c'est finalement de produire des textiles plus durables avec un tissage plus serré, un maximum de densité dans le tissage, mais également produire dans des usines qui
qui font attention à leurs effluents, qui réalisent des prélavages, des filtrations, qui mettent en place des filtres sur les étapes qui relarguent le plus de microfibres. Oui, donc mettre en place des filtres, la gestion des effluents, également sensibiliser ces producteurs de fibres pour qu'ils puissent connaître cet enjeu-là et prendre des mesures adaptées. On peut parler aussi de filtrage de l'air dans ces usines-là pour protéger les travailleurs qui travaillent dans ces usines-là. Donc voilà pour l'étape de mise en œuvre des fibres de production. Passons maintenant à l'étape de distribution. Sur cette étape-là, justement, il y a peu d'enjeux microfibres. On va parler davantage d'enjeux microplastiques liés à l'abrasion des pneumatiques lors du transport via camion ou à l'abrasion des peintures de bateaux. Donc il y a plus d'enjeux microplastiques ici. Je ne vais pas forcément m'attarder. Ce qu'il faudrait retenir, c'est qu'ici, le plus local on va produire, le mieux c'est, vu qu'on va réduire ces étapes de transport. Je vais passer maintenant à la 4e étape, à la phase d'usage, qui se sépare donc en l'étape de port du vêtement et l'étape de lavage, d'entretien du vêtement. Sur l'étape de port du vêtement, il y a très peu de littérature, très peu ont écrit sur ça, donc je ne vais pas forcément m'y attarder. En revanche, sur la phase d'usage, ça a été énormément commenté, ça a été énormément travaillé. On en retrouve beaucoup dans la littérature et ça a mené justement à des mesures publiques, notamment sur l'affichage environnemental du textile, mais également via la loi AGEC qui oblige d'ici 2025 les fabricants de lave-linge à proposer un filtre, obligatoirement à mettre un filtre à microfibres sur leur lave-linge. Alors, ça a été énormément documenté et de notre côté, il y a aussi une grande disparité finalement dans les résultats de relargage en phase d'usage, en phase de lavage, ce qui a mené donc des projets qui ont essayé de mettre de l'ordre un peu dans tous ces résultats. Il y a un projet qui s'appelle Plastic Leak Project qui a essayé de mettre un peu d'ordre et ils sont arrivés finalement à 3 valeurs. Une valeur basse de 24 mg par kilogramme de textile lavé et par cycle de lavage, une valeur moyenne à 46 mg et une valeur haute à 134 mg. Et si on revient un peu en arrière, finalement, sur l'étape de mise en œuvre des fibres et de production, finalement, la production de textile serait finalement égale en termes de relargage à 1 à 40 cycles de lavage en phase d'usage. Donc l'étape de production serait donc non négligeable et mériterait qu'on s'y attarde un peu plus. Cette grande disparité dans les résultats également, elle est due au fait qu'il y a un grand nombre de paramètres qui vont influencer le relargage en phase d'usage. Ces paramètres-là de lavage sont donc la température de lavage, qu'il faut réduire au maximum, la vitesse d'essorage qu'il faut également réduire, l'utilisation de détergents qu'il faut réduire aussi, l'utilisation de sèche-linge qu'il vaut mieux éviter, et le type de tissu dont j'ai déjà parlé. Alors maintenant, il y a un phénomène que l'on observe sur cette phase d'usage, cette phase de lavage. On observe un relargage de microfibres qui suit cette courbe-là, avec 3 phases. Une première phase où il y a un fort relargage de microfibres. Et ça, c'est dû au fait que finalement, en phase de production, il y a des fibres non solidaires de la structure qui a été produite. Et ces fibres-là vont être relarguées finalement lors de cette première étape. Donc ça pourrait être évité si un prélavage en phase industrielle était réalisé ou si on avait des structures de tissus plus denses. Deuxièmement, donc là, la deuxième phase où le relargage va chuter et être stable pendant un certain nombre de cycles de lavage. Et donc je fais une petite aparté. Avec le phénomène de fast fashion, finalement, on n'arrive jamais dans cette... C'est bon? Oui, ok, ça a bugué. On n'arrive jamais dans cette phase-là, puisque on va uniquement laver notre textile 3, 4, 5 fois avant de le laisser au placard. Et finalement, on ne va jamais arriver en phase 2, on va uniquement rester en phase 1, où on va émettre énormément de microfibres. Ensuite, il y a une troisième phase, où finalement notre textile va commencer à s'abîmer à cause des abrasions lors du port du vêtement ou lors des lavages. Et il va y avoir un relargage qui va commencer à réaugmenter lors de cette phase-là. Donc là, l'enjeu, et comme solution, ce serait donc de produire des textiles le plus durable possible pour retarder un maximum cette phase 3.
Donc si je résume sur la phase d'usage, la solution la plus plébiscitée, c'est de mettre en place des filtres sur les lave-linges, des filtres à microfibres. Alors c'est une bonne nouvelle puisque ça va être obligatoire en France, mais ça va mettre beaucoup de temps à équiper tout le parc de machines français, et on parle ici que de la France. Et en plus de ça, il y a une étude qui a été menée au Québec qui a montré qu'à partir d'un certain nombre de mois d'utilisation de ces filtres à lave-linge-là, les ménages arrêtaient de les utiliser pour cause de difficultés d'entretien ou de trop compliqués à utiliser. Donc ça peut être un peu contre-productif, et c'est pour ça que je serais plus à privilégier des démarches de style pré-lavage industriel qui pourraient réduire d'autant plus ce relargage-là. Il y a également un enjeu de sensibilisation des consommateurs sur les bonnes pratiques à apporter en termes d'usage. Donc les bonnes pratiques de lavage, et ça passe via de la communication, que ce soit sur les étiquettes, mais également sur la communication de marque, pour que les utilisateurs puissent faire les bons choix. Et enfin, troisièmement, créer des textiles durables qui vont résister au maximum à l'abrasion chimique et mécanique lors du lavage. Je vais passer à la dernière phase, qui est la fin de vie. Donc lorsqu'on ne veut plus d'un vêtement, il y a plusieurs options qui s'offrent à nous. Malheureusement, la première, c'est de le laisser dans la nature. La deuxième, c'est de le jeter à la poubelle. Et c'est malheureux, puisque la meilleure chose qu'on pourra en faire, c'est uniquement le brûler pour en récupérer de l'énergie. Et en plus de ça, dans certains pays, il y a un risque finalement que c'est à travers ces décharges sauvages que ça finisse finalement tôt ou tard dans la nature. Et la troisième option, c'est d'en faire don dans des bornes de collecte, à des associations, également de le revendre pour augmenter la durée de vie de ces textiles-là. Pour ce qui est du don, il y a des organismes comme Refashion qui s'occupent de ça. Mais finalement, ces organismes-là et les infrastructures actuelles ne permettent pas de gérer l'afflux massif de dons et de textiles qui arrivent dans ces centres-là. Et ils se doivent d'exporter une grande partie finalement, à peu près la moitié du flux, vers l'étranger. On parle souvent d'exportation en Afrique, et on parle beaucoup du Ghana, où finalement eux aussi croulent sous les importations de ces textiles-là, et finalement ils ne savent pas quoi en faire non plus, et donc il y a une forte chance à nouveau que ça finisse dans la nature. Donc vous l'aurez compris, quelle qu'en soit l'issue, il y a quand même une probabilité non négligeable que nos textiles finissent dans la nature tôt ou tard. Et donc pour éviter ça, oui, s'ils finissent dans la nature, bien sûr, ça va provoquer tout un tas de soucis d'un point de vue macro-déchets, avec des espèces qui vont pouvoir se coincer dedans, s'étrangler avec, tout un tas de problèmes, mais également sous forme de microfibres, où ils vont continuer ces textiles-là à se dégrader en microfibres, causant tous les problèmes que je vous ai cités juste avant. Donc en termes de solutions, sur cette étape-là de fin de vie, ça serait de développer un maximum les filières de réemploi, de réutilisation, de recyclage également, pour en faire des isolants par exemple, mais également de recyclage chimique, pour que ces matières-là puissent avoir une durée de vie plus élevée, et qu'on évite de les retrouver dans la nature. Donc si je résume cet enjeu complexe qui est le relargage des microfibres et des microplastiques, donc vous l'avez compris, c'est un enjeu complexe, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Finalement, ce serait d'utiliser des textiles avec le moins de traitement chimique possible, avec des matières naturelles qui puissent se dégrader plus vite une fois dans l'environnement. Ce serait également de produire dans des industries qui prennent des précautions sur leurs effluents, les stations d'épuration, sur le filtrage des fibres non solidaires de la structure. Également produire des textiles durables qui vont résister à l'abrasion, qui vont relarguer le moins possible de microplastiques. Il y a également un enjeu de sensibilisation du consommateur et des industriels. Et finalement développer à nouveau donc, ces filières de fin de vie, de recyclage, de réutilisation de ces tissus-là, pour éviter qu'ils finissent dans l'environnement et pour qu'on puisse en faire augmenter donc leur durée de vie. Bien, j'ai maintenant terminé. Je sais que j'étais un peu long, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est maintenant, mais aussi on pourra vous répondre à ces questions-là sur le stand d'EVA, donc n'hésitez pas à passer, nous voir. Et voilà. Merci à tous.
Cet épisode vous a été proposé par Fashion Green Hub, association professionnelle qui rassemble et accompagne les entreprises françaises de l'industrie mode, textile, sport et luxe dans leur transformation post-carbone. Pour être au courant de notre actualité, consultez notre site internet fashiongreenhub.org et suivez-nous sur nos réseaux sociaux disponibles en description. Merci de votre écoute, à bientôt!